relations internationales du Mali. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Boko. Et merci de nous accorder cet entretien. Merci de cette opportunité de m'adresser à votre chaîne panafricaine. Démarrons avec les défis sécuritaires. Il y a 13 ans, Bamako était à deux doigts de tomber entre les mains des groupes terroristes. Aujourd'hui, est-ce que le Mali se porte beaucoup mieux? Il y a 10 ans, je pense qu'il faut commencer d'abord par l'intervention de l'OTAN en Libye, d'abord, qui a créé les bases de la déstabilisation de l'ensemble de la région et qui a été aussi soutenue par les puissances occidentales. Les mêmes puissances sont revenues à notre secours, entre guillemets, pour pouvoir sauver la situation. Nous saluons tous les efforts qui ont été faits dans ce cadre. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation d'ensemble, en 2012-2013, on avait une situation de menace et d'insécurité localisée dans le nord du pays. 10 ans après, je pense que nos efforts collectifs n'ont pas porté les fruits, parce que pour une menace qui était contenue dans le nord du Mali, elle s'est propagée dans plusieurs localités du Mali. Aujourd'hui, la menace terroriste touche même des pays du Golfe de Guinée. Donc ça veut dire que les efforts n'ont pas marché et qu'il va falloir en tout cas trouver une autre approche pour pouvoir identifier les causes réelles de la menace et regarder comment répondre plus efficacement à ces menaces en mettant en avant aussi notre propre stratégie militaire, mais aussi en investissant dans nos capacités humaines et militaires de défense. Mais ce que vous avez fait, est-ce que ça a porté ses fruits? Le Mali se porte beaucoup mieux aujourd'hui? Le Mali se porte beaucoup mieux sur plusieurs plans. Sur le plan politique, il est clair que sous le leadership du président Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, il y a quand même une prise de conscience que la sécurité des Maliens repose entre les mains des Maliens et que tout doit être fait pour pouvoir mettre en capacité nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir matérialiser cette volonté. Et dans ce cadre-là, des investissements conséquents ont été faits pour équiper les forces de défense et de sécurité, renforcer les capacités humaines, mais aussi surtout changer notre paradigme sécuritaire. Parce que le paradigme sécuritaire qu'on avait avant reposait essentiellement sur des forces internationales qui, d'une part, Barkhane et autres, ne faisaient pas preuve de sincérité dans le cadre de la coopération, et même souvent, il y a des complicités avec les groupes que nous combattons. De l'autre côté, nous avions la mission des Nations Unies, qui est une mission du maintien de la paix, qui était chargée de maintenir la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir, en clair, dans une autre zone qui est sous la menace d'attaques terroristes. Et depuis, si vous voyez, après le départ de Barkhane, on a prédit l'apocalypse. Le Mali est là. L'armée malienne, aujourd'hui, dans le passé, qui battait en retraite, est à l'offensive. Il y a de grandes opérations militaires qui sont en cours. Il y a beaucoup de territoires qui ont été conquis avec le retour des personnes réfugiées et avec les équipements que nous avons aujourd'hui acquis et la détermination des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Nous sommes à l'offensive. Mais quelles sont les portions du territoire malien qui échappent encore au contrôle des FAMA, des forces armées maliennes? Vous savez, aujourd'hui, l'armée malienne est présente presque dans toutes les régions du Mali. Naturellement, comme tous les pays du Sahel, au Burkina, au Niger, il arrive que des groupes terroristes soient présents sur certains pans du territoire. Aujourd'hui, seule la région de Kidal était une région dans laquelle l'armée n'était pas présente. Et avec le départ de la MINUSMA et les décisions qui ont été prises pour le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire national et l'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, même dans la région de Kidal, des opérations ont commencé à Néfis, à Tessalit. Aujourd'hui, l'armée malienne est présente et joue son rôle régalien de protection des personnes et des biens. Même si il y a des poches encore dans lesquelles les groupes terroristes demeurent actifs. Et quand est-ce que vous pensez prendre le contrôle de Kidal, la dernière région, visiblement qui échappe encore pour certaines portions au contrôle
de l'État malien? Vous savez, monsieur Boko, peut-être le terme n'est pas indiqué de parler de prendre le contrôle de Kidal. Kidal est la 8e région administrative du Mali, parmi une vingtaine de régions. Et Kidal est partie intégrante du Mali et ne devrait pas échapper à l'exercice du contrôle de l'État pour un certain nombre de facteurs qui ont créé cette situation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, dans le cadre du processus de retrait de l'amunissement, il y a un calendrier qui a été adopté. Ce calendrier doit nous conduire à un désengagement total de l'amunissement au 31 décembre. Et dans ce cadre-là, les camps et les emprises de l'amunissement doivent être rétrocédés à l'État malien parce que l'État doit exercer son pouvoir régalien de contrôle de l'ensemble du territoire national, mais aussi c'est totalement conforme au texte des Nations Unies, au droit international, que les emprises et les camps qui sont laissés par l'amunissement ne peuvent être occupés que par les forces de défense et de sécurité et par l'État malien. Donc ce processus est en cours. Il y a aujourd'hui près de 6-7 camps qui ont été cédés. Cette semaine, vous avez vu, ou la semaine dernière, le camp de Tessalit qui a été cédé à l'armée malienne. Les prochaines qui restent sont les camps de Aguelok dans la région de Kidal et les camps qui sont dans la ville de Kidal elle-même. Donc, cette planification est en cours et devrait se matérialiser dans les jours et les semaines à venir, même si le calendrier initial qui était convenu avec l'amunissement a été avancé. Mais aujourd'hui, les instructions du gouvernement et du président sont très claires. Nos forces sont prêtes, y compris à anticiper le recouvrement de l'ensemble de ces emprises. Et ces emprises ne sont pas recouvrées pour un autre objectif, c'est pour nous permettre de pouvoir exercer notre rôle régalien, d'amener la sécurité, de protéger les Maliennes et les Maliens, de renforcer la lutte contre les groupes terroristes. Mais vous évoquiez tantôt donc ce départ de l'amunissement, mais alors que les défis sécuritaires, tous ces défis n'ont pas été relevés, est-ce que c'est une bonne idée de demander le départ justement de cette force des Nations Unies? À quel défi sécuritaire répondait l'amunissement? L'amunissement, comme je vous l'ai dit, était présente, c'est vrai, mais la contribution sécuritaire de l'amunissement était négligeable. Elle était négligeable avec parce près de 13 000 hommes sur le terrain. Près de 13 000 hommes sur le terrain, c'est d'abord une question de mandat. L'amunissement est une opération de maintien de la paix. Ça veut dire que ce sont des forces qui viennent soit s'interposer entre les forces belligérantes, soit essayer de stabiliser. Or, au Mali, on n'est pas dans ce cas de figure. Le cas de figure qu'on a, c'est des attaques de groupes terroristes. Et la mission n'a pas de mandat pour lutter contre les groupes terroristes. Donc, sur le terrain, elle n'avait pas de valeur ajoutée sur le plan sécuritaire, même si elle contribuait à travers la provision de services sociaux de base et un certain nombre d'éléments. Donc, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, ce qu'elle faisait n'était pas adéquat, ne répond pas à la situation. C'est pourquoi on a fait 10 ans, on a fait du surplace. Et c'est pourquoi l'État malien a tiré la conclusion sur la base de 2 éléments. Un, sur le plan sécuritaire, nous, notre stratégie, c'est une stratégie de conquête et non de stabilisation. Comment combattre les groupes terroristes et reprendre le contrôle de notre territoire. La mission ne faisait pas ce travail. Ils sont dans des camps, ils sont cantonnés, ils sont statiques. Or, nous sommes dehors, nous sommes au devant de la guerre et de la lutte contre le terrorisme. Et ça, la mission ne faisait pas ce travail. Deuxième élément que nous avions, même si l'État malien a tiré la conclusion que l'amunissement, sa contribution sur le plan sécuritaire n'a pas répondu aux attentes des populations, parce qu'on continuait à tuer les gens, les groupes attaquaient, bon, les forces étaient là, regardaient de façon statique. On aurait pu encore vivre avec ça. Mais récemment, nous avons vu que certaines puissances, pour ne pas nommer la France en particulier, étaient à la manœuvre pour instrumentaliser, elle n'est pas la seule, il y a d'autres, pour instrumentaliser la mission, notamment sur les questions de droits de l'homme ou d'autres questions qui viennent diviser les Maliens. Parce que pour nous, une force qui est venue pour nous aider à restaurer l'autorité sur le territoire, à créer la cohésion entre les Maliens, si son travail en définitive est d'opposer les Maliens, de créer la division,
nous pensons qu'à partir de cet instant, elle fait plus partie du problème que de la solution. Le gouvernement en a tiré les conséquences par rapport à ça. Et troisième élément, c'est que assurer la sécurité sur le territoire malien est de notre responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail. Donc pour nous, nous ne voyons absolument... Parce que nous ne nous sommes pas, M. Boko, levés du jour au lendemain pour demander le départ de l'aménagement, comme je vous l'ai dit au début. Avec l'arrivée du président Goïta, il y a un nouveau paradigme sécuritaire qui a été mis en place. Il y a une stratégie qui a été développée. Il y a des moyens et des capacités importantes qui ont été acquis par le Mali. Je signale que pendant les 18 mois, 2 dernières années, les investissements qui ont été faits pour la défense et la sécurité n'ont pas été faits au cours des 20 précédentes années. Et que nous dépensons aujourd'hui près de 25% de notre budget national sur les questions de défense et de sécurité. Ça veut dire que l'État malien s'était préparé et est prêt à prendre le relais pour assurer la sécurité des Maliens. Donc prendre le relais, mais avec un autre partenaire, notamment la Russie, on reviendra sur ce sujet. Mais je voudrais évoquer aussi le départ des Français, l'opération Barkhane. Aujourd'hui, est-ce que vous avez totalement coupé le pont avec l'État français? Ça fait le Mali entretient des relations avec tous les pays qui respectent les 3 principes clés qui ont été déclinés par le président Goïta qui gouverne l'action publique au Mali et l'action du Mali avec ses partenaires étrangers, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et des choix des partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Maintenant, la France ne s'inscrit pas en tout cas à ce stade par rapport à ça. Et si vous voyez un peu, parce que les gens ne regardent pas, bon, les Maliens ont mis la France dehors et tout, si vous regardez même le début des incidents qui se sont passés entre la France et le Mali, c'est le président français qui a décidé que Barkhane va partir à la télévision sans concertation avec les Maliens. Et plusieurs décisions sont venues à la suite de ça. Vous avez suivi aussi les propos discourtois à la limite de l'insulte que les autorités françaises tenaient régulièrement à l'endroit des Maliens et les mesures drastiques qui ont été prises pour arrêter l'aide au Mali, etc. Donc, et nous avons dû répondre à chacun de ces actes qui a été posé. Maintenant, le Mali continue par rapport à cela à travailler avec les pays et les partenaires qui le souhaitent. Mais encore une fois, quand vous parlez de la France, il faut aussi relativiser. Parce que le contentieux et le différent qui nous oppose aux autorités françaises, à certains dirigeants français, n'est pas indifférent entre le Mali et la France. Parce que nous avons des populations, il n'y a pas de problème entre eux. Il y a des pays amis de la région voisins qui sont plus alliés à la France, où il y a eu des manifestations où on s'est attaqué à des emprises diplomatiques françaises et même à des entreprises françaises et à leurs biens. Au Mali, du début de la crise à aujourd'hui, personne ne s'est attaqué à un citoyen français, à une entreprise française. Et c'est d'ailleurs les Français qui commencent maintenant à impliquer les gens, interdiction de visa, empêcher les compagnies de voyager dans la région, peindre la région en rouge pour interdire. Donc c'est extrêmement dangereux, cette pente, nous l'avons indiqué aux autorités françaises. Vaut mieux que nous laissions nos populations. Il y a des Français qui vivent au Mali, il y a des Maliens qui vivent en France. Et demain, certainement, ce sera la raison d'espérer pour une éventuelle relation entre les deux pays. Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus de ce côté qu'il faut regarder. Nous avons un problème aujourd'hui. Il y a des actes hostiles. Pas seulement des actes, parce que les griefs que vous formulez contre la France sont suffisamment graves. Vous les avez même portés devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous accusez l'État français d'être en intelligence avec les groupes terroristes, que les armées françaises lagueraient de temps en temps des armes aux groupes terroristes avec des renseignements au détriment des forces armées maliennes. Cette plainte n'a pas encore prospéré, mais pourquoi vous ne cherchez pas d'autres canaux pour vous faire entendre? Pourquoi vous ne déballez pas sur la place publique ce que vous reprochez à la France, monsieur le ministre? D'abord, je dois dire que nous assumons cette posture, parce que tout ce que nous disons est réel et avéré. Les autorités françaises sont dans une posture d'hostilité, d'agressivité, et des actes de déstabilisation sont quotidiens.
Maintenant, les uns et les autres peuvent toujours se poser la question, ou on nous a posé souvent cette question, est-ce que les éléments de preuve que vous avez, d'abord, je dois dire que le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité, ce n'est pas nous qui décidons, nous avons porté une plainte sur le plan international, dont nous attendons toujours qu'elle puisse avoir une suite favorable. Mais maintenant, pour ce qui concerne cette question, pourquoi on n'amène pas, par exemple, ces éléments sur votre plateau de télévision? Parce que nous sommes un État. Nous ne sommes pas en train de faire la délation. Nous avons un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, qui a des responsabilités internationales, qui s'adonne à des activités sur le terrain au Mali qui sont incompatibles avec ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est que nous avons demandé l'activité. Mais le soutien à des groupes terroristes, les liens qu'il y a. Mais nous avons montré de mille manières, même il y a eu des avions qui ont pénétré notre espace aérien, qui sont pris des groupes terroristes. Dans le communiqué du gouvernement, l'ensemble de ces ans, il y a des fournitures d'équipements à des groupes terroristes. Il y a plusieurs activités de cette nature qui ont été clairement déclinées dans un communiqué officiel du gouvernement, et nous avons indiqué qu'en plus de ça, nous avons des éléments matériels. Ce que nous souhaitons, c'est une séance solennelle, parce que le Conseil de sécurité, quand ça se réunit, c'est documenté et ça reste pour l'histoire. Donc ce n'est pas aller mettre dans des journaux, mais nous souhaitons que dans une instance internationale où les responsabilités sont situées, qu'on puisse regarder est-ce que ce membre du Conseil de sécurité mérite la place qu'il tient au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce que ces actions sur le terrain de défense des droits de l'homme, de protéger la paix et la stabilité sont conformes avec le mandat qui lui est donné en tant que membre permanent du Conseil de sécurité? Ce sont ces éléments qui justifient la posture du Mali. Eh bien, vous faites dos à la France pour embrasser la Russie. Est-ce qu'elle vous donne satisfaction, la Fédération de Russie, dans le partenariat que vous avez noué avec Pour moi, ce n'est pas faire dos à la France. On a tiré les conséquences d'une relation qui ne donne pas satisfaction, qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas notre dignité, notre souveraineté. On en a tiré les conclusions. Maintenant, la Russie dont vous parlez n'est pas un nouvel acteur au Mali. Aux premières heures de l'indépendance du Mali déjà, notre pays entretenait des relations de coopération économique, commerciale et même militaire. Avec la Russie, beaucoup de sociétés, entreprises d'État au Mali ont été établies grâce à la coopération avec la Russie. L'armée malienne, son équipement de façon historique et la formation du personnel a été essentiellement faite de l'époque de l'ancienne URSS à aujourd'hui. Maintenant, face à la situation à laquelle nous étions, dans laquelle nous étions, donc nous avons choisi de raviver cette coopération parce que c'est un pays qui, de notre point de vue, respecte notre souveraineté. C'est un pays qui travaille dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Donc certains le disent, oui, bon, pourquoi vous quittez un maître pour aller vers un autre? Non, il faut se rappeler que la Russie n'a pas colonisé un pays africain. La Russie a plutôt aidé des pays africains à se libérer. Donc, ceux qui disent ça, je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sortis de l'esprit colonial. Parce qu'on ne cherche pas de maître. On cherche vraiment des relations de partenariat avec tous les pays qui le souhaitent. Encore une fois, le Mali n'est pas naïf. Nous savons apprécier tous les partenariats. Chaque partenariat a un plus ou a aussi des faiblesses. Mais nous cherchons sur le plan sécuritaire aujourd'hui la relation entre le Mali et la Russie, mais ce n'est pas des cadeaux qu'on fait au Mali. C'est même des relations avec le Mali et la Russie ou le Mali et Wagner? Parce qu'il vous est reproché régulièrement de contracter avec un groupe privé militaire. Bon, vous savez, ça, on ne tombe pas dans les éléments de langage de ceci. J'ai dit que le Mali a des relations avec la Russie. Ces relations comportent la fourniture d'équipements, l'assistance technique, y compris la présence de personnel militaire russe au niveau du Mali. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de doter les forces de défense et de sécurité maliennes de capacités qui nous permettent de répondre à la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la collaboration que nous avons avec la Russie. Et aujourd'hui, les Maliens sont fiers
des capacités qui ont été acquises par leur armée et surtout du travail formidable que l'armée est en train de faire pour protéger les personnes et les biens. Malheureusement, certains qui sont partis veulent qu'après leur départ, ça soit l'apocalypse. Ils ne diront rien de bon et ils sont en train de tout faire pour que l'expérience que nous avons de rebâtir notre armée nationale ne puisse pas marcher. Donc, ce n'est pas la préoccupation du Mali. Notre préoccupation, c'est comment répondre aux attentes des populations maliennes. Et nous le faisons, nous investissons, nous faisons des sacrifices importants. Et je voudrais, au passage, saluer l'action des hommes et des femmes, des forces de défense et de sécurité maliennes qui se battent sur le terrain avec combativité, détermination et aussi un sens élevé du sacrifice. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je voudrais qu'on évoque également la géopolitique du Sahel qui fait face à une série, certains parlent d'épidémie de coups d'État. Après le Mali, on a connu des coups d'État au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi le Mali a-t-il soutenu ces régimes militaires qui se sont installés? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays dans lesquels il y a eu... Nous, on est assez modestes. Ce qui s'est passé au Mali, c'est le résultat des évolutions politiques au niveau du Mali, où les Maliens ont estimé à un moment qu'ils doivent prendre des mesures pour essayer d'arrêter la saignée. Maintenant, ce qui se passe dans les pays voisins, chaque pays est libre de ses choix. Le Mali n'a pas vocation à faire de l'ingérence par rapport à ce qui se passe dans nos pays voisins, mais ce sont des pays voisins avec lesquels nous partageons les mêmes défis, les mêmes difficultés, et nous sommes solidaires des choix des populations de ces pays, et nous allons continuer à travailler avec ce pays parce que nous avons un destin commun, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, pour pouvoir répondre à ça. Maintenant, ceux qui parlent de contagion, des coups d'État et de tous ces éléments, il faut leur rappeler la nécessité pour chacun de travailler en amont, pour regarder les causes profondes dans les pays, que ce soit sécuritaire, des questions de gouvernance ou de malgouvernance ou d'exclusion qui nous ont conduits dans certains cas à ces situations pour pouvoir anticiper les réponses, faire la prévention et au lieu de se focaliser vraiment sur la maladie et de ne pas pouvoir apporter les réponses ou même d'être totalement aussi sous l'influence de partenaires extérieurs parce que la difficulté que nous avons c'est quoi? Aujourd'hui, même les changements anticonstitutionnels ne sont pas appréciés de la même façon. Il y a certaines transitions qui sont adulées, aimées, intronisées. Il y a d'autres qui sont totalement détestées parce qu'ils ont fait des choix qui vont à l'encontre des intérêts de certaines puissances coloniales qui ont perdu du terrain. Donc nous sommes engagés aujourd'hui dans ce combat où les gens ne regardent pas ça. Si c'est des principes, les principes doivent être les mêmes pour tout le monde. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Quand il y a des changements, travaillons, comme ici à Lomé, nous sommes là, dans le cadre du forum, Lomé Peace and Security Forum. Je voudrais saluer l'action du président Faure Essosimna Gnassingbé et vraiment tout l'accompagnement du peuple togolais et de mon frère le ministre Robert Dussé pour le choix de Lomé et du Togo pour la paix, la tolérance et le dialogue. Le Togo a fait le choix que chaque fois qu'il y a la difficulté, il tend plutôt la main au pays. Il essaie de comprendre, il essaie d'accompagner. Et c'est dans ce cadre-là que nous saluons particulièrement l'effort de médiation du président Faure qui a par exemple permis, dans la crise des militaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a permis de trouver une issue heureuse. Je pense qu'aujourd'hui, nos voisins de la région, nos organisations régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, doivent pouvoir inscrire leur approche dans le cadre vraiment de la recherche de solutions et non de chercher. Après avoir condamné, blâmé, appliqué des règles ou des mesures restrictives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des solutions pour en sortir. Puisque vous évoquez le Togo, en dehors de la médiation pour la libération des 49, certains parlent de mercenaires, d'autres de militaires ivoiriens. Quelle forme d'appui le Togo a apporté au Mali pour le maintien et la stabilisation du régime de transition? Les relations qu'on a avec le Togo sont d'abord des relations de confiance et de respect mutuel entre le président Faure Gnassingbé et le président Goïta, entre le ministre Dussé et nous-mêmes. Et cette relation est bâtie sur le respect mutuel
sur la distance que le Togo prend par rapport à l'appréciation des situations, l'écoute dont nous bénéficions, parce que le Togo ne cherche pas à nous juger ou à nous pénaliser, mais le Togo cherche plutôt des solutions. Donc, notre relation avec le Togo est bâtie sur ça et nous apprécions l'approche du Togo qui cherche toujours à agir de façon constructive pour qu'une solution soit trouvée, pour que les relations du Mali avec notre ensemble régional puissent chaque fois s'améliorer. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres bases de notre relation avec le Togo au-delà de cette relation fraternelle, empreinte de confiance, d'écoute mutuelle et de compréhension d'un destin commun. Mais comme le Mali, le Niger aujourd'hui est sous sanction de la CEDEAO, quelle forme de conseil, d'appui vous apportez à la transition nigérienne? Encore une fois, le Mali n'a pas vocation à exporter nos problèmes ou même notre expérience ou que ce soit. Nous sommes dans un ensemble, nous ne cherchons pas à juger. Nos pays frères comme le Niger et le Burkina, s'ils sont dans des difficultés, s'ils souhaitent que le Mali accompagne avec les moyens modestes que nous avons, nous le ferons. Par exemple, sur le plan sécuritaire, nos pays travaillent ensemble dans la zone du Liptako-Gourma parce que nous avons un destin commun, parce que le Mali reste conscient du fait que toute déstabilisation du Burkina a un impact sur le Mali, comme toute déstabilisation du Niger a également un impact sur le Mali. C'est la conscience du lien inextricable des défis auxquels nous sommes confrontés et aussi du fait que nous n'apportons pas de jugement de valeur sur ce qui se passe au Niger ou au Burkina. Il appartient au peuple et au gouvernement de ces pays de faire des choix que nous respectons et nous avons nous-mêmes nos propres problèmes en toute modestie, mais nous allons tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide et nous demanderons aussi de l'aide à ces pays. C'est dans ce cadre que se situe la collaboration parce que nous sommes tous les trois aujourd'hui des pays en transition. Les attitudes souvent agressives, punitives qui sont prises à l'endroit du Niger, on a appliqué la même chose au Mali. Et nous avons trouvé que ce n'était pas productif, ce n'était pas inacceptable dans certains cas. Et si ça se fait contre le Niger, naturellement, le Mali se lèvera parce que nous trouvons que c'est injuste aujourd'hui de punir toute la population nigérienne parce qu'on n'est pas d'accord avec certains dirigeants. Donc c'est ça, fondamentalement, les questions. Et nous l'avons mis très clairement, que nous sommes opposés à toute agression, toute invasion militaire, toute intervention militaire au Niger. D'abord parce qu'elle ne constitue pas la solution, parce que c'est un pays qui fait face déjà à la menace terroriste, une des armées les plus aguerries de la région qu'on veut déstructurer, et que toute intervention militaire ne fera qu'au lieu de favoriser la libre circulation des personnes, ça va plutôt favoriser la libre circulation des terroristes dans la région. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà des déclarations? Est-ce que vous avez envoyé des troupes préventives pour justement vous préparer le Niger contre l'attaque de la CEDEAO? Vous savez, M. Boko, nous sommes sur un plateau de télévision. Et nous sommes écoutés par nos amis et par nos ennemis. Donc je ne vais pas aller dans certains détails, mais ce que je peux vous dire, sur le plan politique et sur le plan officiel, nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est une alliance militaire, contre toute agression de nos pays, où nous allons répondre collectivement, et pour lutter ensemble contre le terrorisme et tous les autres facteurs d'instabilité, mais qu'au-delà de sa dimension militaire, solidaire, nous travaillons parce qu'il existait aussi déjà l'autorité du Liptako-Gourma, qui a été créée par traité depuis les années 70, qui lie les trois pays. Donc nous comptons aussi renforcer la dimension de développement économique, l'exploitation de nos ressources, regarder aussi les questions monétaires et les questions économiques qui touchent nos populations. Donc nous sommes, c'est un peu dans ce... Nous privilégions plutôt pas une réaction, mais une réponse stratégique à des menaces
qui sont dirigées contre nos pays ou à des défis auxquels nos populations sont confrontées. Est-ce que cette alliance ne constitue pas une menace pour la CEDEAO? Vous savez, c'est plutôt l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO qui constitue une menace directe pour la sécurité nationale du Mali, comme pour la sécurité des 3 pays de la région. Il faut que nous, on s'organise pour se prémunir contre une telle menace, parce que nous sommes conscients que derrière la CEDEAO, mais ce sont des forces hostiles. La force en attente de la CEDEAO a été là depuis plus de 20 ans. J'ai été ministre des Affaires étrangères, je suis ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé sur ces dossiers. Nous savons que la CEDEAO ne dispose pas d'une telle force. Elle ne dispose pas d'une telle force. Ce sont des forces étrangères, des pays étrangers qui sont derrière ça. Et pour la plupart des pays hostiles au Mali. Donc nous sommes convaincus qu'une intervention militaire au Niger ne s'arrêtera pas qu'au Niger, mais ça va déstabiliser toute la région. Donc nous, notre réponse n'est pas de dire, d'abord, même la charte des États, de l'Alliance des États du Sahel fait clairement mention dans son préambule, on reconnaît l'existence de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Donc nous continuons à travailler dans l'état d'esprit de renforcer l'intégration. Mais nous créons un groupe où nous partageons une vision similaire, les mêmes préoccupations, et nous sommes déterminés à aller plus loin que ces organisations, mais aussi à offrir une autre approche de la solidarité, de l'intégration entre nos pays, mais aussi de proposer une structure qui ne soit pas téléguidée par l'extérieur. Je crois que ce sont ces éléments qui ont motivé. Donc ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais si la CEDEAO perdure dans sa posture, est-ce que le Liptako gourmand va quitter la CEDEAO? Vous savez, comme le disent les anglophones, on va traverser le pont quand on va y arriver. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons indiqué que toute intervention militaire de la CEDEAO contre un de nos pays va être consacrée automatiquement à la dislocation de l'organisation, parce que ça cassera tout esprit d'intégration régionale. Je pense que les choses sont entre leurs mains. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir travailler ensemble entre nous. Bon, maintenant, nous laissons la porte ouverte pour continuer à travailler avec les autres, mais il faut qu'ils sortent de cette posture de pouvoir vraiment servir l'agenda des pays étrangers, des agendas qui nous sont hostiles, ou de prendre des approches qui vont créer l'insécurité dans nos régions. La Libye, malheureusement, il y a eu une intervention de l'OTAN en Libye, on a condamné, on s'est assis, on connaît le résultat, on vit ça jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, nos dirigeants se sont dit qu'on ne va pas s'asseoir et regarder, on va apporter une réponse géopolitique à une menace stratégique qui est dirigée contre nos pays. De façon globale, comment vous appréciez la gestion de cette transition militaire par la CEDEAO? Avec le Mali, il y a eu des sanctions qui ont été levées ensuite. Le Burkina, pas de sanctions. Le Niger, des sanctions exacerbées. Comment vous appréciez, comment vous comprenez cette gestion? Bon, au début, je pense qu'il y a eu des tentatives de la CEDEAO de s'engager de façon constructive avec nos pays. Je dois le reconnaître plus tard. Je pense que les choses sont allées autrement. Nous pensons que la CEDEAO doit toujours rester dans une posture constructive pour trouver des solutions dans un esprit de solidarité. Cette posture ne va pas favoriser justement la multiplication des coups d'État. Non, j'en viens. Ce n'est pas ça. Les coups d'État sont intervenus avant que la CEDEAO n'ait une posture quelconque, parce qu'elle n'a pas aussi su prévenir, comme je l'ai indiqué. Quand il y a eu des situations qui évoluaient dans les pays où on aurait pu prévenir, on ne l'a pas fait. Quand il y a eu l'insécurité au Mali, pendant 10 ans, qui a été à la base, souvent du renversement de certains pouvoirs, la CEDEAO n'était pas là pour aider. Donc, mais on vient après. Quand il y a ces situations. Maintenant, quand on a ces situations, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des textes auxquels nous avons souscrit et que ces textes s'appliquent. Mais après avoir condamné à appliquer les textes, il va falloir chercher des solutions. C'est là où je pense que l'organisation doit faire les pas nécessaires pour comprendre que tout n'est pas dans la sanction, la répression. Encore qu'il faut rappeler que la plupart de ces mesures sont souvent illégales, illégitimes et inhumaines. La fermeture des frontières n'existe dans aucun texte de la CEDEAO. La fermeture des banques, c'est illégal au niveau de la BCEAO.
l'article 4 du statut de la BCEAO interdit à la banque de recevoir des instructions des autorités supérieures pour agir. Pourtant, on le fait. Donc, ce que je veux dire de façon générale, il faut que ces organisations comprennent que appliquer les textes est là, mais il faut sortir d'une dynamique de sanctions, de punitions, et surtout de punitions collectives de tout un pays. On peut avoir des mesures ciblées pour pouvoir aller. Et aujourd'hui, même dans l'application de ces mesures ciblées, aujourd'hui, même le chef de l'État et les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée ne peuvent pas voyager dans les pays de la CEDEAO. Mais comment on peut avoir le dialogue avec nous si nous, on est interdit de voyager? Mais si nous, on est interdit de voyager, eux aussi seront interdits de voyager chez nous. Donc ça nous amène dans une impasse dans le dialogue. Donc on comprend que les pays suspendus demeurent États membres. Et souvent, sont obligés de payer leurs cotisations. Donc on reste dans une dynamique de pouvoir engager ces pays, de discuter. Il y a des feuilles de route qui sont négociées, acceptées, qu'on continue à évaluer ensemble ces feuilles de route, de regarder les difficultés, de voir comment cheminer ensemble. Moi, je pense qu'il faut être dans cette posture de penser que, bon, ce sont des régimes de tel ou tel qualificatif qu'il faut mettre à l'écart, qu'on ne veut pas faire la photo avec eux. Mais un pays peut décider, un chef d'État peut décider de ne pas faire la photo avec nous, mais on est dans la même région. La géographie nous impose d'être ensemble. Donc moi je crois qu'il faut aller au-delà de certaines de ces postures, et c'est pourquoi nous apprécions cette posture, cette diplomatie autonome du Togo, qui a un sens de la sagesse africaine et qui comprend qu'il faut continuer à se tendre la main parce que ces situations-là sont conjoncturelles. Demain, nous allons probablement prendre notre place à part entière. C'est bon de ne pas créer des sentiments que nos populations ou nos dirigeants n'oublieront pas. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, nous allons terminer cet entretien exclusif avec la politique intérieure du Mali. On s'attend à l'organisation des élections dans les mois à venir. Vous les avez reportées. Quand est-ce que vous allez pouvoir tenir ces échéances électorales? Bon, je dois d'abord dire qu'il s'agit d'un léger glissement du calendrier qui est convenu. Naturellement, l'homme propose, Dieu dispose. Mais je dois dire que ce calendrier s'inscrivait dans le cadre d'un chronogramme d'ensemble pour faire un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles devant conduire aux élections. Et beaucoup de ces réformes ont été déjà faites. Le code électoral a été revu. Une autorité indépendante chargée de la gestion des élections a été mise en place. Il y a eu une réforme administrative des circonscriptions territoriales pour pouvoir réorganiser ces circonscriptions pour la tenue des élections. Le fichier électoral a été revu. Donc il y a beaucoup d'actes qui ont été posés. Et d'ailleurs, un des plus importants, c'est que nous avons quand même organisé un référendum qui a permis d'écrire une nouvelle constitution qui est une avancée importante parce que depuis plus de 20-30 ans, aucun régime n'a réussi à réviser ou même à changer la constitution du Mali. Donc, maintenant que nous avançons, il y a eu des difficultés d'ordre technique et opérationnel qui exigent que nous puissions pouvoir, dans le cadre de la discussion avec les différents acteurs, revoir les choses parce que ce qui était prévu après le référendum constitutionnel, c'était d'aller pour des élections locales et puis les élections législatives, ensuite les présidentielles. Et le processus était censé se terminer au mois de mars 2024. Maintenant, après les différents échanges et même la demande de certains acteurs de se focaliser sur la tenue de l'élection présidentielle et de décaler les autres élections, le président de la transition, avec le gouvernement, a accédé à cette demande et a focalisé en guise de bonne foi, parce que tous les acteurs ont dit que focalisez-vous sur le présidentiel, c'est le plus important. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Naturellement, il y a quelques difficultés techniques qui sont là, dont notamment il y a des choses qui doivent être revues par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution sur les délais à respecter entre les deux tours, sur aussi la révision du fichier électoral. Il y a aussi un contentieux avec la société chargée de gérer le fichier. Donc, ce sont ces questions pratiques qui ont nécessité un léger glissement.
du calendrier, mais je peux vous... Qui met à mal le calendrier de la CEDEAO, est-ce que vous allez pouvoir le respecter encore? Vous savez, il faut travailler dans la réalité. Je crois que ce qui est important, c'est la bonne foi, c'est l'engagement à réaliser des choses dans les délais. Mais vous savez aussi, comme les militaires le disent souvent aussi, c'est le terrain qui commande souvent. Parce qu'il y a des réalités intangibles qui sont là, qu'on essaye d'intégrer. Et comme je l'ai indiqué, même pour la tenue du référendum, il avait fait l'objet d'un léger décalage, mais il a été tenu dans les délais assez courts. Donc, je peux vous donner l'assurance que nous travaillons à pouvoir mettre sur la table un nouveau calendrier et l'engagement est là pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, tenant compte de l'ensemble des paramètres sur le terrain, de la nécessité de maintenir le dialogue avec tous les acteurs concernés par cela. Moi, je crois qu'il ne faut pas aborder ces questions de façon idéologique ou religieuse, mais nous sommes des acteurs, nous travaillons à pouvoir faire les choses de manière réussie, mais aussi de manière durable. Mais vous ne craignez pas le bâton de la CEDEAO si jamais vous extrapolez, vous allez au-delà du délai qui vous a été consenti? Vous savez, ce que nous craignons, c'est le bâton des Maliens. Pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est ce que pensent les Maliens, ce que souhaitent les Maliens. La CEDEAO, nous allons continuer à dialoguer comme les éléments que nous vous donnons. C'est les mêmes éléments que nous partageons avec la CEDEAO en comprenant qu'un pas important a été fait. Beaucoup d'observateurs objectifs comprennent qu'il y a eu des avancées importantes par rapport à la transition du Mali, sa vision, les objectifs. Bon, il y a des événements, il y a des choses qui se passent dont il faut tenir compte, même dans ces pays. Il se passe ce type de situation. Nous allons continuer à discuter avec la CEDEAO, nous allons continuer à mettre ces préoccupations en avant et nous espérons que la CEDEAO aussi prendra le temps nécessaire pour pouvoir regarder ces éléments. Je pense que nos rapports ne doivent pas se situer dans un rapport de maître à élève, mais je pense qu'en comprenant que, voilà, de bonne foi, nous sommes dans un processus et en toute transparence, les difficultés sont mises sur la table, elles sont appréciées. Et nous devons pouvoir trouver des moyens nécessaires pour pouvoir avancer ensemble. Donc c'est ce que nous souhaitons, plus de compréhension, plus d'écoute, pour que l'objectif final, qui n'est pas loin, qu'on puisse travailler à pouvoir atteindre cet objectif, en appréciant aussi positivement les efforts et les pas qui ont été faits, et souvent par le Mali seul, avec nos propres moyens, y compris l'organisation des élections, était essentiellement fait sur la base des ressources de l'État malien. La sécurisation des élections était totalement par l'État malien, y compris les moyens logistiques déployés par les forces de défense et de sécurité. Donc je pense que tous ces paramètres doivent pouvoir être intégrés dans l'analyse finale de nos partenaires, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations Unies, mais en premier lieu, nous sommes comptables devant les Maliennes et les Maliens. En 2024, cette élection va avoir lieu, élection présidentielle. J'ai indiqué qu'il y a un léger glissement et que le gouvernement est en discussion pour pouvoir proposer un calendrier qui va se situer dans le cadre de ce léger glissement. Je suis partie prenante de cette entité. Le gouvernement fera une communication en temps opportun sur cette question. En tout état de cause, vous n'irez pas au-delà de 2024? Encore une fois, j'ai indiqué qu'il s'agit d'un léger glissement et que le gouvernement s'est engagé à faire les choses dans cet ordre. Les consultations sont en cours. Soyez un peu patients. Comme je le dis encore une fois, on va traverser le pont quand on va y arriver. Et pour terminer, on va finir avec la situation socio-économique des Maliens. Est-ce que là également des progrès ont été faits? Est-ce que le Malien lambda vit comme il l'entend aujourd'hui, dans la mesure où le Mali ne reçoit plus d'aide budgétaire et que vous êtes obligé de vous débrouiller vous-même? Bon, vous savez, nous sommes des pays qui ont vécu dans beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est un miracle que l'État malien puisse continuer déjà à assurer la paix et la sécurité dans le pays, presque seul, avec presque toutes les aides extérieures qui sont coupées. Cela ne nous a pas empêchés de pouvoir avancer.
Il est vrai que le fait de ne pas bénéficier de certaines aides est vraiment un manque à gagner important. Mais en même temps, le gouvernement aussi a fait des efforts et des sacrifices importants en essayant de faire des économies budgétaires, en essayant de renoncer à certaines missions, à certaines dépenses qui ne nous paraissent pas utiles pour se focaliser sur l'essentiel. Et pendant ce temps, le gouvernement aussi accorde beaucoup aujourd'hui de subventions sur les denrées de première nécessité, sur les hydrocarbures. Il y a des efforts qui sont faits. La vie est difficile, je dois le reconnaître, mais je dois aussi saluer le sacrifice des Maliens dans ces périodes difficiles et aussi leurs attentes vis-à-vis du gouvernement, quelles que soient les situations, de pouvoir faire les efforts. Mais nous sommes aussi dans une conjoncture mondiale qui n'est pas facile, même pour les pays les plus fortunés. Mais chacun regarde midi à sa porte. Donc je dois dire que la situation est difficile. Le gouvernement fait de son mieux dans le cadre des moyens dont nous disposons. Et aujourd'hui, il y a des stratégies aussi au niveau du Mali pour pouvoir générer des ressources en utilisant nos matières premières, en essayant d'avoir plus de transparence dans la gestion de ces ressources naturelles, qui peut permettre à l'État aussi de dégager plus de ressources, parce que nous ne devons pas continuer à compter sur les ressources qui viennent des autres. Il est possible aussi de regarder en interne et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut générer dans la durée. Le code minier a été revu pour pouvoir augmenter le contenu local. C'est vrai qu'il y a plus de Maliens dans ce secteur, mais aussi pouvoir générer plus de ressources à l'État. Donc je pense qu'il faut aussi regarder même la mobilisation des ressources internes. Donc il y a des niches aujourd'hui pour nos pays, de ne pas rester juste dans des schémas de main tendue, parce que bon, ceux qui donnent, ils donnent aujourd'hui, demain ils peuvent ne pas donner. Donc la situation, je peux la résumer vraiment ainsi, en saluant vraiment l'effort des Maliens de continuer à tenir la tête hors de l'eau, dans la dignité, malgré les adversités, parce que nous sommes un vieux pays, un pays digne, un pays qui va avancer malgré les prédictions apocalyptiques des uns et des autres. Je suis certain que le Mali éternel restera et continuera à jouer son rôle, avec ou sans nous d'ailleurs. Hein? Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien exclusif. Merci beaucoup de votre déplacement sur Lomé. Merci d'être passé me voir et bon retour chez vous à Bamako. Si je me